Voilà, bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue à notre colloque annuel qui, cette année, est donc destiné à la question de l'oral à l'écrit dans l'Antiquité orientale, les processus de rédaction et d'édition. Je vais d'abord introduire un tout petit peu le sujet. Ensuite, je vous donnerai quelques informations d'ordre pratique avant de passer à notre premier conférencier. Alors, comme vous le savez, la littérature de l'Antiquité orientale, l'Égypte, Mésopotamie, le Levant, se présente dans la plupart des cas comme une littérature de tradition. Et puis, on imagine souvent un processus de transmission qui est long, qui est complexe. Et dans ce processus, la question, c'est toujours où est-ce qu'on situe la tradition orale. On avait souvent cette idée assez traditionnelle que tout au début, voilà, il y a la tradition orale et après viennent des scribes plus ou moins doués qui mettent tout ça par écrit et viennent après encore des rédacteurs, souvent encore moins intelligents que les scribes et qui en fait donnent les dernières retouches. On a un exemple de cette idée, notamment dans l'épopée de Gilgamesh, dont nous allons parler aussi aujourd'hui. Donc là, même si vous n'arrivez pas à le lire, c'est un des spécialistes de Gilgamesh qui a en fait essayé de retracer la formation très complexe de l'épopée, avec évidemment l'idée tout au début, à l'époque sumérienne, des traditions orales qui circulent, qui sont mises par écrit, qui sont recopiées, transmises, changées, etc. Il est clair que quand on regarde la diffusion de cette épopée de Gilgamesh, il y a en effet des questions qu'on peut se poser parce que comment se fait-il que cette épopée en fait traverse tout le croissant fertile et tout autant populaire au niveau des attestations du côté du Levant que du côté de la Mésopotamie. En Hittite également, on a des fragments. Donc la question, c'est en effet comment peut-on imaginer la diffusion de ce type d'épopée? Est-ce par des voies orales? Est-ce par des supports écrits, par des tablettes qu'on amène dans ces valises? Ou est-ce qu'il y a d'autres manières de regarder les choses? Je pense qu'on peut aussi simplement rappeler qu'il y a une sorte, dans les études proche-orientales, il y a un certain déplacement peut-être de l'intérêt, au moins dans certains domaines. Alors, en ce qui concerne le monde des biblistes jusqu'au début du XXe siècle, c'était surtout la tradition orale qui était en effet considérée comme le fondement de tout. On avait même une certaine idée de la tradition orale, on en entendra des communications, qui étaient considérées comme extrêmement stables, transmis de manière très fidèle par des générations de narrateurs qui auraient en fait donc simplement mis à disposition après le texte que une sorte de prédécesseurs des frères Grimm, par exemple, auraient simplement mis par écrit. Donc c'est un peu cette idée-là qu'on avait dans les études bibliques. Si vous vous souvenez de Gunkel, lui, il pensait en effet que ce qu'il appelait le yaviste, le premier rédacteur du texte du Pentateuque, il aurait simplement tout repris de la tradition orale sans changer grand-chose. Maintenant, après la découverte de textes de Qumran, on va en fait la diversité des manuscrits, du coup, il y a un nouveau intérêt pour le rôle et la fonction de ce qu'on peut appeler les scribes. Par exemple, la question, et nous allons en parler aussi, du milieu des scribes. Dans les civilisations mésopotamiennes et égyptiennes, le scribe, ou certains scribes au moins, appartiennent à l'élite de la société. La question aussi qu'on va se poser peut-être du lien entre scribe, temple, royauté, quelle est sa fonction? Ils sont souvent maîtres de création littéraire, scientifique, les annales, la mémoire historique et dans certains cas aussi du devenir des rois. Donc du coup, on peut se poser en effet aussi la question
comment travaillent ces scribes. Est-ce qu'ils ont une autonomie? Est-ce qu'ils sont au service d'un pouvoir qui leur dit ce qu'il faut faire? Et autre chose qui était aussi très discutée, en quoi l'oralité joue-t-elle un rôle dans le processus de mise par écrit? Comment faut-il imaginer le recopiage d'un texte? Est-ce que c'est parce qu'on regarde précisément le texte qu'on copie, ou est-ce que parce qu'on a dans la tête, en fait, déjà le texte, et puis on copie plus à partir de ce souvenir, de cette oralité? Donc le lien entre oralité et écriture devient de plus en plus complexe. Également la question de la reconstruction du développement de la littérature ancienne. Donc, peut-on encore imaginer la version traditionnelle d'une sorte d'évolution progressive allant de l'oral à l'écrit dans l'Antiquité, ou faut-il plutôt imaginer une sorte de cohabitation ou une imbrication des deux dimensions, par exemple, au travers de la question de la mémorisation? Donc, il faut reprendre la question de la récitation, la lecture des traditions mises par écrit. Si vous prenez les textes d'Ougarit, si vous prenez les épopées homériques, vous voyez l'importance des refrains qui structurent l'écrit, mais ces refrains, d'une certaine manière, ils nous renvoient à l'oralité. On peut même imaginer la même chose pour certains psaumes, où il y a question peut-être d'une sorte de réponse ou de chœur. Donc, toutes ces questions, nous allons essayer, je ne sais pas si on arrive à les résoudre, probablement pas, mais au moins de les aborder lors de ces 2 jours. Donc, avoir des nouveaux regards sur cette relation complexe, importante entre l'oralité et l'écriture. Maintenant, quelques remarques pratiques concernant le programme. Je ne sais pas si vous n'arrivez sans doute pas à le lire, ce n'est pas grave. Vous avez reçu des feuilles qui sont à l'entrée, qui sont en fait légèrement modifiées. En fait, il n'y a pas beaucoup de modifications en ce qui concerne la suite du programme. Il n'y a pas de changement au niveau des conférences. Par contre, il y a quelques changements que je dois vous signaler. D'abord, Stéphane Maul, qui aura dû nous parler de Gilgamesh, est retenu à Heidelberg, non pas par les grèves, mais par des affaires universitaires importantes. Et je remercie beaucoup Nelly Ziegler, qui, vraiment en dernière minute, a accepté de nous parler du cas de Gilgamesh, parce que comment peut-on parler de l'écrit l'oral sans mentionner Gilgamesh? Deuxième changement, c'est Monsieur Desroches qui aura dû nous parler de la situation dans le Coran. À cause d'un deuil important dans sa famille, ne peut pas être parmi nous. Et je remercie beaucoup Madame Sellar, qui a aussi vraiment au pied levé accepté de prendre en charge la question du lire et de l'écrire, de l'écriture et l'oralité dans le Coran. Donc, sa conférence, en fait, sera à la place de celle de Monsieur Desroches. Après, il y a des petits changements au niveau des présidences, mais ça, de toute façon, ce n'est pas très, très important. Par contre, ce qui est important, demain, nous allons essayer d'innover sur le plan technique. Au Collège de France, on innove tout le temps. Mais nous avons donc quelques conférenciers qui vont s'exprimer en anglais. Et nous aurons, pour ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas totalement au point avec cette langue, vous pouvez avoir des traductions simultanées. Donc, vous aurez des casques qui vous seront distribués à l'entrée, qu'il faut évidemment restituer, et pour qu'on puisse
voilà, la confiance règne, mais elle règne partiellement. Donc, en fait, il faudrait, pour ceux qui seront intéressés de disposer d'un tel service, il faudrait vous munir d'une pièce d'identité qui vous laisserait à l'accueil et qu'on vous rendra au moment où vous rendez les casques. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Donc, demain, traduction simultanée des conférences qui vous seront proposées en langue anglaise ou américaine. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, Hervé, non? Non. Voilà, donc on est tout à fait alors dans le temps pour écouter la première conférence qui est de M. Jean-Marie Durand, qu'on n'a pas besoin de présenter, et qui va nous parler donc de l'oral et l'écrit dans l'Antiquité, surtout à Marie. Jean-Marie.